Franklin Township, Michigan. Avril 2021. Dee Ann Warner, une femme d'affaires accomplie et mère de 5 enfants, s'évapore littéralement de sa propre maison. Pas de traces de lutte, pas de voiture disparue, juste un silence de mort. Pendant 3 ans, son mari, Dale Warner, maintient la même version. Elle est partie de son plein gré. Il pleure sa femme. Ils continuent de gérer leur immense exploitation agricole comme si de rien n'était, bravant les soupçons de la famille de Dee Ann et les caméras de télévision. Mais en août 2024, le mystère prend une tournure d'une noirceur absolue. Ce que les enquêteurs vont découvrir à l'intérieur d'un réservoir de fertilisant sur l'une de leurs propriétés va glacer le pays entier. Ce n'était pas une disparition, c'était une mise en scène macabre, élaborée par l'homme qui partageait sa vie. Bienvenue dans l'affaire Dee Ann Warner, l'histoire d'un prédateur qui pensait avoir trouvé la cachette parfaite. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette ferme du Michigan, il faut d'abord comprendre qui était Dee Warner. Pas juste la victime, pas juste la femme disparue sur la fiche de la police. La vraie Dee, la femme derrière le nom. Dee Ann Hardy, c'est son nom de jeune fille, est née le 30 juin 1968 dans le comté de Lenawee, dans le Michigan. Pour ceux qui ne connaissent pas cette région, imaginez de grandes étendues agricoles, des petites villes où tout le monde se connaît, des hivers rudes et des étés splendides. Lenawee County, c'est le cœur battant de l'agribusiness dans le Michigan. C'est là qu'on élève du bétail, qu'on cultive du soja et du maïs à perte de vue, qu'on vit au rythme des saisons. Dee a grandi dans cet environnement, fille de fermier, petite fille de femme forte. Et c'est précisément là que tout a commencé, cette flamme intérieure qui n'allait jamais s'éteindre. Son frère aîné, Greg Hardy, raconte qu'elle était inspirée depuis toute petite par leur tante et leur grand-mère, 2 femmes d'affaires à une époque où ce n'était vraiment pas la norme. 2 femmes qui avaient su s'imposer dans un monde d'hommes, qui avaient créé leurs propres entreprises, qui n'avaient jamais attendu la permission de quiconque pour réussir. Dee les regardait et quelque chose en elle se disait « c'est ça que je veux être ». Elle avait une forte personnalité, dit Greg, une vraie dureté, mais à la maison, elle pouvait être chaleureuse, drôle, profondément affectueuse. Son neveu Parker Hardy l'a décrit ainsi, « elle n'était jamais sans sarcasme, sans rire, sans me chercher des poux pour s'amuser. » C'était une femme entière, authentique, qui assumait pleinement qui elle était. Après le lycée, Dee a fait ce que beaucoup de gens de sa génération dans cette région ont fait. Elle s'est lancée dans l'agriculture et le commerce. Mais elle n'a pas voulu rester dans l'ombre de son frère ou de son père. Elle avait, selon ses proches, une ambition dévorante. Parker dit d'elle qu'elle voulait bâtir un empire, rien de moins. Et c'est exactement ce qu'elle a commencé à faire. Dee a fondé sa propre entreprise de camionnage, une industrie dominée à l'époque par les hommes, rappelons-le. Dans les années 1990 et 2000, une femme qui dirigeait une flotte de camions dans le Michigan rural, ce n'était pas banal. Ça demandait du cran. Ça demandait de se lever tous les matins avec la ferme intention de prouver sa valeur encore et encore, sans jamais fléchir. Dee l'a fait. Et elle a réussi. Dee était aussi une femme de cœur, profondément ancrée dans sa communauté. Elle était très active au sein du mouvement 4H, ce programme américain qui accompagne les jeunes dans des activités agricoles et civiques. Dee était mentor à la foire du comté, de celles qui donnent de leur temps, qui transmettent, qui s'investissent pour les autres. Elle avait eu un premier mariage dont sont nés 4 enfants adultes, Rickel, Zach et 2 autres. Ils vivaient tous dans la région, à portée de regard de leur mère. Rickel, l'aîné, habitait à moins d'1 kilomètre de la ferme familiale, si proche qu'elle pouvait voir la maison de sa mère depuis son propre salon. Ce premier mariage s'est terminé. Dee cherchait autre chose, quelqu'un avec qui construire quelque chose de grand. Un partenaire à sa mesure, qui partagerait son ambition et sa vision. Et c'est là qu'est entré Dale Warner dans sa vie. Dale John Warner, fermier de Lenawee County, né aux alentours de 1963. Au moment où il croise la route de Dee, il a la quarantaine, des bottes de cow-boy vissées aux pieds, un jean de travail, une chemise à carreaux et un chapeau de cow-boy sur la tête. Parker Hardy le décrit sans ambiguïté. « Je n'ai jamais vu Dale sans ses bottes de cow-boy, ses jeans, sa chemise de travail et son chapeau. Jamais. » Un vrai fils de la terre, un homme de ferme dans l'âme,
quelqu'un qui connaissait les rouages de l'agribusiness par cœur. Dale avait lui aussi vécu une première union avant Dee. Il avait des enfants d'une relation précédente. Quand lui et Dee se sont rencontrés, la vie à deux n'était pas une nouveauté pour eux. Ils arrivaient tous les deux avec des histoires personnelles, des habitudes bien installées et des familles déjà formées. Quand Dee a présenté Dale à sa famille, la réaction a été franchement mitigée. Parker Hardy le dit clairement, « Quand ils se sont mis ensemble, je sais que c'était un choc pour tout le monde. Personne n'aurait jamais associé ces deux-là en voyant leurs photos côte à côte. » Dee, la femme d'affaires sophistiquée et ambitieuse. Dale, le fermier rural, ancré dans sa terre, ses habitudes, ses bottes. Une association surprenante de prime abord. Mais Dee avait vu en Dale quelque chose de très précis, quelque chose que sa famille a fini par comprendre avec le temps. Elle y voyait le pouvoir et le succès, dit Parker. Dale possédait des terres agricoles dans le comté de Lenawee, un réseau solide dans l'agribusiness régional, des connexions, une infrastructure déjà en place. Avec lui, Dee pouvait réaliser la vision qu'elle portait depuis toujours, cet empire qu'elle voulait construire. Son premier mari était un homme content de ce qu'il avait, explique Parker. Quelqu'un d'honnête, de stable, mais sans cette ambition dévorante. Dale, lui, avait ce que Dee cherchait. Une base, un territoire, une plateforme pour construire plus grand. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Dee et Dale se sont mariés en 2006, et ensemble, ils ont construit quelque chose d'impressionnant. Sur le papier, du moins. À partir de leur ferme de 1500 acres à Tipton, dans le comté de Lenawee, ils ont monté plusieurs entreprises. L'entreprise de camionnage de Dee, bien sûr, qui tournait très bien, dont Dee était la cheville ouvrière. Mais aussi une exploitation agricole et une entreprise d'application d'engrais personnalisés, un secteur de niche dans l'agribusiness. Ils ont également formé une grande famille recomposée. Les 4 enfants adultes de Dee vivaient dans la région. Dale avait ses propres enfants d'une relation précédente. Et ensemble, Dee et Dale ont eu une petite fille, Anne-Galena, qui avait 9 ans au printemps 2021. Au total, la famille recomposée comptait 9 enfants. Une vraie tribu. Dans le comté de Lenawee, les Warner étaient connus. Dee était respecté pour son travail, pour son engagement communautaire aux 4H, pour sa capacité à diriger des hommes dans une industrie qui n'en était pas habituée. Dale était connu comme un fermier sérieux, un homme de la campagne qui savait ce qu'il faisait. De l'extérieur, ça ressemblait à un conte de réussite américain. La ferme, les camions, les terres, la famille nombreuse. Un couple solide, des piliers de la communauté de Franklin Township. Voilà ce que tout le monde voyait, ce que personne ne voyait. On en parlera plus tard, parce que les enquêteurs, eux, l'ont découvert, et ce qu'ils ont trouvé a changé le visage de toute cette histoire. Nous sommes à la fin avril 2021. Les champs de Lenawee County reprennent vie après l'hiver. La saison des semailles approche, et dans la ferme des Warner, quelque chose couve. Le vendredi 23 avril, Dee a une altercation sérieuse avec des employés de son entreprise de camionnage. Un chauffeur routier est renvoyé à la suite d'un différend. Ce n'est pas une journée ordinaire. Dee est visiblement contrarié, perturbé par plus qu'un simple conflit de travail. Son neveu Parker Hardy passe la voir ce jour-là, ou ce week-end-là, et quelque chose le frappe immédiatement. Dee, d'habitude si vive, si sarcastique, si pétillante, semble à bout. Elle était très différente ce jour-là, dit Parker. Vaincue. Je pense que c'est le mot le plus juste. Ce soir-là, Dee prend une décision. Elle va parler à Dale. Elle a quelque chose d'important à lui dire. Pour avoir cette conversation sans que leur petite fille de 9 ans, Anne-Galena, ne soit présente, Dee prend ses dispositions. Le samedi 24 avril à 20h34, Anne-Galena est envoyée passer la nuit chez une amie de la famille. Dee est seule avec Dale, mais le lendemain dimanche, Dee n'a donné aucun signe à ses proches. Ce même dimanche 25 avril 2021, à environ 9 h du matin, Rickel Bock traverse les champs jusqu'à la maison de sa mère pour leur petit déjeuner dominical habituel. Elle est venue avec son mari et sa fille. Un rituel immuable. La porte est déverrouillée, comme souvent, mais la maison est silencieuse, vide. Le Cadillac Escalade de Dee est garé devant la maison. Son autre voiture aussi. Mais Dee ne répond pas aux appels, ne répond pas aux textos, est introuvable. Rickel sait immédiatement.
L'instinct d'une fille qui connaît sa mère mieux que quiconque. Dee n'aurait jamais laissé son téléphone sans répondre. Jamais. Comme elle le dira plus tard avec cette phrase qui restera gravée dans les mémoires, « Si ma mère pouvait coller son téléphone à sa main, elle l'aurait fait. » La disparition est signalée aux autorités dans la journée. Les agents du bureau du shérif du comté de Lenawee arrivent sur les lieux. Dale Warner les accueille. Sur les images de la bodycam de la police, des images qui seront projetées au procès 5 ans plus tard, Dale a l'air décontracté, presque détaché. Il dit au policier « Je ne sais pas si elle est disparue ou si elle est juste partie. » Il explique que Dee partait parfois plusieurs jours sans prévenir. Il évoque un sac de voyage manquant, de l'argent peut-être disparu d'un coffre-fort. Au début, Dale ne joue pas l'homme détaché, au contraire. Il est brisé. Il dit qu'il ne comprend pas, qu'il ne réalise pas encore ce qui est en train de se passer. Sa voix tremble, ses yeux sont rouges. Il pleure sa femme disparue. « Il n'y a rien à s'exciter là-dessus », répète-t-il malgré tout, comme pour se raccrocher à une logique qui lui échappe. Pas de signe de lutte, pas de traces de violence, pas de sang visible. Les policiers notent, regardent autour d'eux et repartent avec un simple dossier de disparition ouverte. Mais dans les jours qui suivent, quelque chose change, ou plutôt, quelque chose dérange. Le comportement de Dale commence à troubler la famille de Dee. Greg Hardy, son frère, ne reste pas les bras croisés. Il mobilise rapidement une quarantaine de volontaires. Tout le monde s'y met. Les champs, les fossés, les bois, les bâtiments agricoles, il fouille tout méthodiquement, avec espoir puis avec angoisse. Et Dale pendant ce temps. Parker Hardy raconte l'avoir vu circuler dans sa voiture, le visage fermé, parfois marqué par la tristesse, pendant que les volontaires continuaient de chercher Dee. Il semblait affecté, oui, mais étrangement en retrait, comme absent, comme si quelque chose ne collait pas. « J'avais une intuition viscérale », dira Greg plus tard. « J'étais très suspicieux de ses manières. » Puis viennent les explications, ou plutôt les théories. Dale évoque l'idée que Dee aurait pu partir avec un autre homme, comme ça, du jour au lendemain. Puis, lors des interrogatoires, il va encore plus loin, beaucoup plus loin. Il parle d'une fuite vers la Floride, puis jusqu'à la frontière mexicaine. Il évoque même l'idée qu'elle vivrait désormais avec un cartel de la drogue, en Jamaïque ou au Mexique, après un voyage secret sur un bateau à 10 ou 20 dollars. Oui, 10 ou 20 dollars. C'est mot pour mot ce qu'un détective citera devant les jurés, 5 ans plus tard, sous des regards complètement incrédules. L'affaire Dee Warner aurait pu rester un simple dossier de disparition non résolu. Un de ces cold cases, comme il y en a des milliers aux États-Unis. Une femme partie un soir, et dont on ne sait plus jamais ce qui lui est arrivé. Greg Hardy n'a pas laissé faire ça, pas une seconde. Dès les premières semaines après la disparition, Greg était convaincu, dans ses tripes, avec la certitude absolue de quelqu'un qui a grandi avec quelqu'un, que Dee n'était pas partie de son plein gré. Alors il s'est mis au travail, comme un bulldozer. À l'automne 2021, il organise une vigile publique à sa ferme. Il prend la parole. Il mobilise la communauté. Lui et son beau-frère Dale parlent aux médias locaux. Puis vient le panneau d'affichage. Greg fait ériger un panneau géant à un grand carrefour du comté de Lenawee, là où passaient les camionneurs de l'entreprise de Dee. Le panneau lit, en grandes lettres, « Help Dale find Dee ». Aider Dale à trouver Dee. Les recherches continuent. L'FBI s'implique. La Michigan DNR. La Michigan State Police vient en renfort. Plus de 4000 acres sont fouillés. Des drones survolent les propriétés. Des chiens renifleurs sont déployés. Des équipes creusent des champs entiers. Des plongeurs descendent dans les rivières et les étangs. Rien. Dale, lui, continue de coopérer sélectivement avec la police. Il parle aux enquêteurs. Il autorise certaines fouilles. Son avocat clame l'innocence de son client. Dale maintient que Dee est partie d'elle-même. Mais quelque chose de bizarre se produit en coulisses. Dans les semaines qui suivent la disparition, Dale commence à réorganiser les affaires. Greg Hardy rapporte que des actifs de l'entreprise de camionnage de Dee, sa compagnie, celle qu'elle avait construite de ses mains, semblent être transférés vers une nouvelle société constituée après la disparition. Et des documents légaux porteraient la signature de Dee. Des signatures que la famille affirme être des faux. Dee était prétendument en fuite au Mexique avec un cartel.
mais quelqu'un avait signé des documents en son nom. Les médias nationaux commencent à s'emparer de l'affaire. Dateline de NBC consacre un épisode entier au cas de Dee Warner. Investigation Discovery Suite. Les vigiles se multiplient, se transforment en rassemblements, en conférences de presse. Le mouvement s'appelle désormais Justice for Dee. En août 2022, plus d'un an après la disparition de Dee, un changement majeur se produit dans l'enquête. La Michigan State Police annonce officiellement qu'elle prend le relais. Le bureau du shérif du comté de Lenawee est écarté. La raison ? Pendant le procès, l'un des enquêteurs de la MSP le dira à la barre, avec une franchise surprenante. Nous étions très conscients du fait que des informations étaient divulguées depuis le département du shérif. Je n'étais pas sûr à 100% de qui je pouvais faire confiance là-bas. Des fuites. Depuis l'intérieur même du bureau du shérif. Quelqu'un alertait peut-être Dale de ce que les enquêteurs savaient, de là où ils allaient chercher, de ce qu'ils avaient trouvé. La Michigan State Police repart de zéro. Elle relit tout le dossier depuis le début, dans ses moindres détails. Elle cherche ce que les autres ont peut-être manqué. Pendant ce temps, en septembre 2022, les enfants de Dee déposent une pétition auprès du tribunal des successions. Ils veulent faire déclarer leur mère légalement morte. Non pas parce qu'ils ont abandonné l'espoir de la retrouver, mais parce que cette déclaration est juridiquement nécessaire pour pouvoir poursuivre Dale au civil pour homicide et responsabilité. En mai 2023, une audience est tenue. Les enfants, le frère, les amis proches de Dee déposent des déclarations sous serment. Plus de 4000 acres fouillés. Des années de recherche. Aucune trace de Dee. Et pourtant, aucune activité bancaire, téléphonique, sur les réseaux sociaux, depuis la nuit du 24 avril 2021. En mars 2024, le tribunal rend sa décision. Dee Ann Warner est officiellement déclarée morte par homicide. Une victoire amère, nécessaire, mais amère. Et maintenant, il faut vous parler de ce que les enquêteurs ont découvert sur ce mariage. Ce que personne ne voyait de l'extérieur. Ce que même certains proches de Dee ne soupçonnaient pas dans toute son ampleur. Parce que quand la Michigan State Police a commencé à éplucher les données numériques, les témoignages, les journaux intimes et les appareils électroniques de Dale Warner, ce qu'ils ont trouvé a changé le visage de toute cette affaire. Un mariage devenu prison. Leur nourrice, Madison Wolf, qui avait été au contact quotidien du couple, a témoigné bien avant la disparition de Dee. Le mariage était devenu une simple relation d'affaires. Dale et Dee ne dormaient plus ensemble. Ils étaient devenus des colocataires sous le même toit, liés par les contrats, les prêts et les enfants, mais sans aucune intimité véritable. Dee écrivait à ses amis « Je suis prête à partir et à en finir » ou encore « Je ne peux pas vivre comme ça ». Elle parlait de divorce, pas pour la première fois, pas comme une menace en l'air, mais comme une décision en train de mûrir. Rickel Bock, sa fille, a déclaré aux enquêteurs que leur relation était extrêmement toxique. Elle dira que sa mère avait peur de son propre mari, la surveillance obsessionnelle. Mais ce que les enquêteurs ont découvert ensuite, c'est là que tout bascule vraiment. Dale Warner soupçonnait Dee d'avoir une liaison. Et au lieu de lui en parler directement, il avait mis en place un système de surveillance digne d'un agent de renseignement. En 2020, Dale a demandé à l'un de ses employés d'acheter un traceur GPS et de le placer en secret sur le Hummer de Dee, le mari qui fait surveiller les déplacements de sa femme par un de ses propres ouvriers agricoles. Pas suffisant. Dale a également demandé à un autre employé de cloner le téléphone de Dee, de copier ses messages, ses contacts, ses conversations privées. En secret total. Et puis il y a ce chiffre qui, quand vous l'entendez, vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'état mental de Dale Warner. Entre janvier 2020 et avril 2021, soit 15 mois, Dale avait utilisé une application mobile pour consulter la localisation du Cadillac Escalade de sa femme. Combien de fois, selon vous ? 2100 fois. 2100 consultations en 15 mois. C'est plus de 4 fois par jour, tous les jours, sans une seule exception. 4 fois par jour, Dale vérifiait où se trouvait la voiture de Dee. Et la police a aussi découvert les carnets. Des journaux tenus par Dale, remplis de notes sur les activités de sa femme, ses opinions, ses conversations, ses textos. Il la surveillait, la cataloguait, la documentait, comme si elle était un sujet d'observation scientifique, pas son épouse.
Les enquêteurs ont aussi compris pourquoi Dale ne pouvait pas laisser Dee partir. Dee voulait divorcer. Elle voulait vendre l'entreprise de camionnage, celle qu'elle avait construite elle-même, celle qui fonctionnait vraiment. Et Dale savait exactement ce que ça signifiait. Rickel Bock l'a dit clairement au tribunal. Il savait que si elle vendait l'entreprise de camionnage, il n'y aurait plus d'agribusiness, plus rien, absolument rien. L'entreprise de camionnage était le moteur financier de tout. Sans elle, les opérations agricoles ne tenaient plus. Les prêts ne tenaient plus. L'empire ne tenait plus. Et Dale était le bénéficiaire désigné de 2 polices d'assurance-vie au nom de Dee Warner. 2 polices d'assurance-vie. Un mobile économique, un mobile émotionnel, une jalousie obsessionnelle, et une femme qui avait osé dire qu'elle voulait partir. Ce soir du 24 avril 2021, quand Dee a finalement dit à Dale qu'elle voulait le divorce et la vente de l'entreprise, quelque chose a déraillé de façon irréversible. Sa fille Rickel dira avec une lucidité déchirante « L'une des dernières choses que ma mère m'a dites était « Je regarde Dateline tous les soirs et il pourrait me faire quelque chose comme ça. » Dee le savait, elle l'avait dit à voix haute, elle avait peur. Et cette nuit-là, ses pires craintes se sont réalisées. Le 21 novembre 2023, 2 ans et 7 mois après la disparition de Dee Warner, la Michigan State Police fait une annonce qui secoue tout le comté de Lenawee. Une arrestation a été effectuée en lien avec le meurtre de Dee Warner. Le 22 novembre 2023, Dale John Warner est mis en examen. Il est accusé de meurtre au premier degré, open murder dans le système américain, et d'altération de preuves. Il plaide non coupable, ce qui rend cette arrestation particulièrement saisissante. Les procureurs ont décidé de poursuivre Dale Warner sans corps. Dee n'avait toujours pas été retrouvé, mais les preuves accumulées, les données numériques, les témoignages, les habitudes comportementales de Dale, les recherches Internet, étaient jugées suffisantes. Greg Hardy, les yeux rouges d'émotion, parle aux caméras. C'était exaltant parce que finalement, on avait quelque chose. Et en même temps, c'était douloureux parce qu'on réalisait qu'on avait finalement accompli quelque chose après 3 ans et demi d'une montée extrêmement difficile. Mais l'histoire n'est pas terminée. Pendant que les enquêteurs épluchaient les données numériques de Dale, ils avaient trouvé quelque chose. Parmi ces recherches Internet, dans la période suivant immédiatement la disparition de Dee, une recherche sur la façon de se débarrasser d'un réservoir, et des recherches sur la crémation chimique, une méthode de dissolution des corps. Ils avaient aussi localisé le dernier emplacement connu du téléphone de Dee, dans une grange spécifique sur la propriété des Warner, la grange à pulvérisation. En apprenant cela, Greg Hardy avait immédiatement repensé à quelque chose qu'il avait remarqué des mois auparavant, quelque chose qui l'avait intrigué sans qu'il sache pourquoi à l'époque. Quelques jours après la disparition de Dee, il avait vu Dale repeindre un vieux réservoir rouillé dans cette même grange, un réservoir qui, selon lui, n'avait pas besoin d'être repeint. Il avait confié à sa femme, à l'époque, il aurait pu couper un trou dans ce réservoir, y fourrer le corps et le souder. C'est pourquoi il l'a repeint. Une intuition, une hypothèse terrible, qu'il a transmise aux enquêteurs. Des semaines plus tard, un enquêteur l'a rappelé. Il lui a envoyé une image, une radiographie d'un réservoir agricole. À l'intérieur, on distinguait clairement un corps. Le 17 août 2024, les enquêteurs de la Michigan State Police exécutent un mandat de perquisition sur une propriété de la famille Warner à Paragon Road, à plusieurs kilomètres de la ferme principale. Ils trouvent la grange à pulvérisation. À l'intérieur, le réservoir, hermétiquement fermé, soudé aux 2 extrémités, repeint. Ce type de réservoir est normalement utilisé pour stocker de l'ammoniac anhydre, un engrais agricole. Celui-là ne contient plus d'ammoniac, il contient un corps, parfaitement conservé par l'absence d'air. Le 21 août 2024, le médecin légiste du comté de Jackson confirme l'identité grâce au dossier dentaire. Ce sont les restes de Dee Ann Warner. Elle était là depuis le début. Quelques kilomètres à peine de la maison où ses enfants avaient grandi, cherché, pleuré. La cause du décès, strangulation et traumatisme crânien par force contondante. Dee a été étranglée et frappée à la tête. Selon les procureurs, voici ce qui s'est probablement passé. Après le meurtre,
Dale a utilisé un engin de terrassement de type JCB pour déplacer le corps de sa femme. Il l'aurait d'abord placé dans un coffre-fort, puis transféré dans le réservoir agricole avant de souder les ouvertures et de repeindre l'ensemble pour masquer les traces de découpe récentes. Le neveu Parker Hardy avait remarqué dans les jours suivant la disparition des traces inhabituelles de chenilles de JCB près de la maison. Un réservoir dans la grange à pulvérisation, inhabituel, dit-il. Dale lui avait expliqué qu'il repeignait des réservoirs parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Maintenant, on comprend pourquoi il ne dormait pas. L'affaire Warner n'en avait pas fini avec les coups de théâtre. En mars 2025, Jaron Warner, le fils de Dale, est arrêté. Il est accusé d'altération de preuves et de complicité. Les enquêteurs pensent qu'il aurait pu aider son père à dissimuler des preuves ou à gérer des informations sensibles. Mais le 13 mai 2025, les charges contre Jaron sont abandonnées. Les raisons précises ne sont pas entièrement rendues publiques. En mai 2025, les enfants de Dee déposent une plainte civile contre Dale Warner. 100 millions de dollars de dommages et intérêts pour la mort de leur mère. L'avocat Todd Flood, qui représente la famille, déclare « Espérons que cette journée nous rapproche de la justice pour leur mère. Ça fait longtemps que c'est une montée difficile. » Et puis il y a la question des assurances. 2 polices d'assurance vie au nom de Dee Warner. Le bénéficiaire désigné sur les 2, Dale Warner. Ces 2 polices seront évoquées pendant le procès, ajoutant une dimension supplémentaire au mobile économique déjà bien documenté. Le 12 février 2026, presque 5 ans après la disparition de Dee Warner, le procès de Dale Warner s'ouvre devant le tribunal du circuit du comté de Lenawee, à Adrian, dans le Michigan. La petite ville de Tecumseh retient son souffle. Les gens qui avaient vu le panneau « Help Dale Find Dee » pendant des années, qui avaient participé aux vigiles, qui avaient suivi l'affaire dans les journaux locaux, tous savent que ce moment est enfin arrivé. Dale Warner, 58 ans, entre dans la salle d'audience en veste et cravate. Il est massif, le regard baissé. Son avocate principale est Mary Chartier. La procureure du comté, Jacqueline Wise, dirige l'accusation. Les arguments de l'accusation. Le procureur adjoint David McCready ouvre le bal avec une présentation détaillée et méthodique. Il décrit un mariage en chute libre. Un homme obsédé par le contrôle. Une femme qui représentait une menace existentielle pour la vie de son mari si elle partait. Il projette les textos de Dee sur grand écran. « Je suis prête à partir et à en finir. Je ne peux pas vivre comme ça. » Il présente les données numériques et elles sont accablantes. L'analyste de General Motors confirme 2100 consultations de la localisation du véhicule de Dee en 15 mois. L'employé qui a acheté le traceur GPS. L'employé à qui Dale a demandé de cloner le téléphone. Les carnets de surveillance. McCready résume la situation d'une formule qui restera. Dale Warner espionnait sa femme de toutes les façons possibles. La médecin légiste prend la barre. Elle est catégorique. Dee Ann Warner est morte par strangulation et traumatisme crânien. Homicide. Un expert en soudure témoigne. Les marques sur le réservoir sont cohérentes avec une fermeture récente, effectuée bien après la fabrication originale. Des témoins décrivent les comportements étranges de Dale dans les jours suivant la disparition, les réservoirs repeints, les traces de JCB, le calme inexplicable d'un homme dont la femme venait de disparaître. Madison Wolfe, la nanny, décrit l'effondrement du mariage, l'absence d'intimité, les disputes quotidiennes sur l'argent et les affaires, la relation devenue purement transactionnelle. Rickel Bock prend la barre. Sa voix est posée, mais ses mots dévastent la salle. L'une des dernières choses que ma mère m'a dites était « Je regarde Dateline tous les soirs et il pourrait me faire quelque chose comme ça. » Un silence total, absolument total. Mary Chartier, l'avocate de Dale, ne mâche pas ses mots. Elle reconnaît la réalité d'un mariage difficile. Elle reconnaît les disputes. Mais elle martèle son argument principal. Toutes les preuves de l'accusation sont circonstancielles. Pas d'empreinte digitale formellement attribuée à Dale sur le réservoir. Pas de témoin du crime. Pas de séquence vidéo directe. Pas d'armes retrouvées. Elle remet en question la chronologie de l'accusation. Comment Dale aurait-il pu cacher un corps alors que des employés et des membres de la famille allaient et venaient librement sur la propriété ce jour-là? Elle soutient que le dossier de l'accusation repose sur de la spéculation,
des suppositions et des insinuations, pas sur des faits prouvés hors de tout doute raisonnable. Dale Warner, lui, ne témoigne pas. Il exerce son droit constitutionnel au silence. Le verdict, le jury, 7 hommes et 5 femmes, se retirent pour délibérer. 9 heures de délibération réparties sur 2 jours. Le 10 mars 2026, le jury revient. Dale Warner est reconnu coupable de meurtre au 2e degré et d'altération de preuves. Dans la salle d'audience, Greg Hardy et les enfants de Dee éclatent en pleurs silencieux. Ils s'étreignent, 5 ans de combat, 5 ans d'incertitude, 5 ans de douleur, et enfin une réponse. Dale Warner a légèrement fléchi quand le verdict a été lu. Il a baissé la tête. Son avocate lui a posé la main sur le bras. À l'extérieur du tribunal, Greg Hardy parle aux médias, les yeux brillants. « Ça fait longtemps qu'on attend ça. J'ai bataillé tous les jours pendant 5 ans. Il était très difficile d'obtenir une validation. Ça a failli prendre jusqu'à la toute fin. » Il dit qu'il est déçu que le jury n'ait pas retenu le meurtre au 1er degré, mais que la justice, dans une large mesure, a été rendue. Il ajoute, sans mâcher ses mots, « Il est une ordure atroce d'être humain, à mon avis. 5 ans de combat vous donnent le droit de dire ce que vous pensez. La sentence de Dale Warner est programmée pour le 7 mai 2026. En vertu d'une condamnation pour meurtre au 2e degré dans le Michigan, il risque de plusieurs années à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Voilà l'histoire de Deanne Warner. Une femme née dans une ferme du Michigan qui a voulu construire un empire, qui a ri, qui a pleuré, qui a guidé des jeunes aux 4 H, qui a conduit des camions dans un monde d'hommes, qui a élevé 5 enfants, qui portait en elle une flamme que personne ne pouvait éteindre, et qui a été tuée dans son propre salon par l'homme qui lui avait promis de l'aimer. Son corps a été enfermé dans un réservoir agricole, soudé, repeint, transporté à quelques kilomètres de la maison de sa fille. Dale pensait qu'il avait tout effacé, qu'il serait plus malin que tout le monde. Mais il y avait Greg Hardy, il y avait Raquel Bock, il y avait tous ceux qui avaient refusé d'oublier. Il y avait des enquêteurs patients et déterminés. Il y avait la technologie, les GPS, les données de téléphonie, les recherches Internet que Dale croyait pouvoir garder pour lui. Et il y avait la vérité qui, comme on dit, finit toujours par remonter à la surface. Dee le savait. Elle avait peur de son mari. Elle l'avait dit à voix haute à sa propre fille, « Il pourrait me faire quelque chose comme ça ». Elle vivait avec la terreur quotidienne. Elle l'avait nommé. Et pourtant, sa vie était si entremêlée avec la sienne, les contrats, les prêts, les entreprises, la petite Angalena, qu'elle cherchait le bon moment, la bonne façon de partir. Ce que cette affaire nous rappelle avec une brutalité qu'on ne peut pas ignorer. Quand quelqu'un que vous aimez vous dit qu'il a peur de son partenaire, croyez-le, aidez-le. Maintenant. Pas demain. Pas quand les affaires seront réglées. Pas quand le moment sera mieux choisi. Les violences conjugales ne commencent pas toujours par un coup. Elles commencent par un traceur GPS placé en secret sur une voiture, par un téléphone cloné, par des carnets de surveillance remplis d'observations obsessionnelles, par la destruction lente et méthodique de la liberté et de l'identité d'une personne. Dee l'avait vu, elle avait nommé le danger, et elle n'a pas eu la chance de partir à temps. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, ou si vous reconnaissez quelqu'un que vous aimez, parlez, appelez, tendez la main. Les ressources existent, le chemin existe. Deanne Warner méritait mieux. Ses 5 enfants méritaient leur mère. Et la communauté de Franklin Township méritait de ne jamais avoir à vivre ça. Repose en paix, Dee. Tu n'as pas été oublié. Tu ne seras jamais oublié. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne manquer aucune affaire.